Voilà, je pense que oui. Peut-être hein, on va bientôt. Ouais, voilà le message qui confirme l'enregistrement. Sinon, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 26 octobre 2021 pour ce cours de critique littéraire française. Et voilà, sinon, Caetano, il va bien, mais samedi, nous sommes allés aux urgences parce qu'il avait de la toux. Il n'avait pas bien dormi, mais c'était juste peut-être il a fait une allergie ou quelque chose comme ça. Ou les conséquences d'un virus, ces virus respiratoires communs. Donc, il n'y a rien de grave, mais ça dérange un peu le quotidien de la famille. Mais sinon, ça va bien, sauf la fatigue et les manques d'heures dormies. Sinon, donc, nous avons, ou nous avions, ou nous étions mis d'accord par rapport ou en accord par rapport à ce cours d'aujourd'hui. Donc, on continue la critique littéraire féministe. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu plus de Monique Wittig, cette autre critique littéraire féministe, parce que nous avons parlé de Hélène Cixous jeudi dernier. Et cet après-midi, je vais entrer la vidéo sur YouTube aussi du cours de la semaine dernière. Et je vais parler de ce texte, La pensée straight. J'espère que vous avez lu le texte. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le lire parce que c'est un texte intéressant. Et on aura ici une divergence par rapport à, je dirais une divergence dans le féminisme, n'est-ce pas? Parce que avec Hélène Cixous, la semaine dernière, nous avons parlé d'écriture féminine, n'est-ce pas? Un concept qui présuppose peut-être une nature ou une essence féminine, n'est-ce pas? Et sinon, pour le texte d'aujourd'hui, on aura une autre base philosophique théorique, n'est-ce pas? Je vais vous parler parce que Monique Wittig, elle se considère ou elle se considère ou elle est considérée comme une féministe matérialiste. Et comme vous savez, ce terme de matérialisme vient du marxisme. Et assez souvent, on parle de cette conception matérialiste de la société ou de l'homme ou de l'être humain, n'est-ce pas? Et assez souvent, si on peut simplifier cette idée de matérialisme, c'est enserrer cette idée du matérialisme comme dans l'histoire. Les choses s'expliquent historiquement et pas essentiellement ou par rapport à la nature ou par rapport à une création divine, etc. Donc, pensez, quand on parle de matérialisme, pensez à insertion, à une insertion dans l'histoire. C'est-à-dire, quand on parle de cette insertion dans l'histoire, les choses s'expliquent de façon historique. Et quand on parle d'explication historique des phénomènes, des événements, etc., de la société, il y aura toujours quelques éléments comme une cause et une conséquence, et aussi un élément important, c'est l'idéologie derrière, derrière les idées, n'est-ce pas? C'est comme si quelque chose d'intéressant, c'est comme si les idées n'étaient pas pures ou les idées ou les théories ne sont pas des explications parfaites, neutres et
comme ça, pur, je disais pur, ahistorique ou neutre. Peut-être neutre, c'est un bon terme. C'est-à-dire qu'il y a assez souvent derrière les visions de monde, les conceptions de monde, les théories, une idéologie derrière qui détermine un peu plus les choses, n'est-ce pas? Juste pour vous parler un peu plus, ou pour vous donner un exemple du moment présent, j'imagine que vous suivez l'augmentation du prix du pétrole et du gazole, n'est-ce pas? Gasoline, le diesel, etc. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, hier, on a sorti un reportage sur Folha de São Paulo, mais il me semble que l'audio vient du website 247, si je ne me trompe pas, du banquier André Esteves, dans cette vidéo, cet audio, il parle de sa proximité du monde politique, des ministres, etc., et comment il fait pour interagir ou influencer l'économie du pays. Donc, nous avons le cas d'un banquier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'argent, qui rentabilise, qui est en contact avec les politiciens, et par contre, et là, il montre un côté obscur de cette relation entre le privé et le public, entre un banquier et les ministres. De l'autre côté, nous avons le gouvernement et les ministres du gouvernement qui essayent d'expliquer pourquoi le gazole, les diesels augmentent autant. Et ils vont expliquer que c'est une raison de la politique de prix de Petrobras. L'autre chose, c'est les taux d'échange au taxa de câmbio. C'est l'inflation mondiale un peu partout. Donc, vous voyez qu'il y a une explication derrière. Il y a une explication qui est vendue, qui est passée au public. Et derrière, nous avons dans les coulisses, c'est comme dans les théâtres, les coulisses du théâtre são a gente fala coxia, né? Mas pode ser bastidores. Derrière les coulisses, il y a une autre discussion entre ces gens-là, et en plus, pour parler d'idéologie, il y a un autre discours derrière qui est celui du marché financier, du néolibéralisme, qui va augmenter la richesse de quelques-uns au détriment de la pauvreté des autres. Donc, vous voyez, ça c'est juste un exemple pour parler d'idéologie. C'est-à-dire, c'est un discours qui a ses présupposés théoriques, mais qui assez souvent a des valeurs cachées. Tem valores occultos, n'est-ce pas? Et pourquoi je parle d'idéologie? Parce qu'en fait, là, j'essaie de montrer un cadre de quelques conceptions, de quelques concepts, de quelques notions qui viennent du marxisme et de sa conception matérialiste de l'histoire, n'est-ce pas? Juste pour vous situer, quand on parle dans le marxisme, d'une vision matérialiste de l'histoire, on peut faire une opposition à d'autres conceptions de l'histoire. J'aime bien la conception d'histoire du christianisme parce qu'on peut parler d'une vision téléologique de l'histoire. Téléologique, c'est-à-dire quelque chose qui vise une fin, qui vise la fin, qui vise un terminus. Donc, c'est quelque chose qui marche vers la fin. C'est intéressant parce que
le christianisme et le communisme, ce sont deux conceptions de monde différentes, mais qui ont cette vision de l'histoire téléologique, c'est-à-dire que il y a une fin ou une finalité déterminée où on pense arriver, où on veut arriver, où on considère arriver. Euh, Par exemple, le christianisme, c'est le jugement final et l'aller au paradis. Le communisme, c'est la société sans classe. Et nous avons une autre conception parce que je parlais de néolibéralisme, il y a, je ne sais pas si les sociologues ou historiens ou même économistes, qui s'appelle Francis Fukuyama. Il est américain et il a un, un essai très important de, si je ne me trompe pas, c'est la fin des années 80 ou 90, qui s'appelle La fin de l'histoire. Et dans, cet essai, il dit que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire parce qu'il n'y a plus où avancer, parce que le capitalisme avait vaincu la dispute contre le socialisme, le communisme de l'Union soviétique, de Cuba, etc. Et donc, il n'y avait plus d'option et l'option gagnante, gagnante qui était celle du capitalisme, de la démocratie libérale, nous imposait quelques conceptions, quelques visions du monde qui étaient l'économie des marchés, la démocratie libérale, et si je ne me trompe pas, c'était l'état des droits, quelque chose comme ça. C'était les valeurs qu'il imposait. Et en fait, on sait très bien que ces idées-là ne sont pas des idées, comme je disais tout à l'heure, pures, neutres, n'ayant pas une arrière-pensée, on va dire comme ça. Donc, d'une certaine façon, et là, je vais commencer à entrer dans la pensée, dans cet article, dans cet essai de Monique Wittig. Et je parle de ça parce que sa vision du féminisme est matérialiste. C'est un féminisme matérialiste. Donc, il y a certaines conceptions importantes ici et elle va dénoncer la société, je veux dire comme ça, comme elle va dénoncer et démontrer peut-être une dispute entre la culture et l'idéologie et une vision qu'on essaye de faire croire qu'elle est naturelle. Raison pour laquelle elle va faire cette critique à la pensée straight ou la pensée hétérosexuelle. Elle va montrer comment cette pensée hétérosexuelle est en fait une pensée dominante, imposée, et qui nous impose une vision du monde conflictuelle entre hommes et femmes. Et en plus, ce qui est le plus intéressant dans son article, à mon avis, c'est que sa vision du féminisme n'est pas de parler, par exemple, du patriarcat, pardon, cette opposition entre patriarcat et matriarcat. Parce que dans sa vision, les deux sont oppressantes et dominantes. Donc, il fallait abolir, finir avec ces genres de conceptions. Et dans sa conception de monde, c'est le féminisme lesbien qui va nous donner une autre possibilité de sortir de ce cadre théorique imposé. D'accord? D'une certaine façon, peut-être vous avez déjà entendu parler de déconstruction ou désconstruction.
déconstruction, pardon, surtout de Derrida, de Jacques Derrida, qui est une théorie que je vais définir un peu comme ça. Peut-être les Derridiens vont me critiquer de la définir comme théorie. Peut-être c'est une méthodologie plutôt. C'est une façon de déconstruire les idées reçues. Idées reçues comme ideias impostas, ideias, traduzindo literalmente, recebidas, né? Mas são lugares comuns. Na verdade, não é bem lugar comum. Idées reçues como pressupostos, ideias pressupostas. On présuppose que ces idées sont vraies, naturelles, en plus. Et voilà, donc j'aimerais entrer dans certains détails du texte. Voyons ici. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, si vous n'avez pas lu le texte, comme je disais tout à l'heure, je vous invite à le lire. C'est un texte court. Je crois qu'il a 8 pages ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un texte de, si je ne me trompe pas, 1975. Oui, c'est ici dans la... Il a été publié ici, dans cette revue, Nouvelle Question féministe, en 1880. Mais je crois qu'il a été écrit avant, quelques années avant, 95, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est important pour quelques idées qui sont présentes dans le texte. Et je vais juste zoomer un peu plus. Ouais, c'est bon. Vous arrivez à bien voir le texte, n'est-ce pas? Enfin, je peux zoomer encore un peu plus. Ouais, c'est bon, là. Voilà. Donc, ici, elle commence le texte. Je vais commencer par cette phrase en jaune, mais langage détaché en rouge. L'importance du langage en tant que tel comme enjeu politique n'est pas apparu ou n'est apparu que récemment. Ici, dans les années 70, nous avons cette idée du langage mis comme enjeu politique. C'est-à-dire que on va considérer que le langage, le choix des termes, nous montre déjà une position politique. Et changeant le vocabulaire, changeant le langage, on change aussi la vision politique. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui au Brésil, quand on parle de... si dans les discours, la personne dit o golpe de 2016, o golpe contra Dilma, on est déjà capable de présumer quelle est la position politique de cette personne, n'est-ce pas? Ou encore en parlant de Dilma, la présidente, em português, je l'ai dit. Vocês sabem que em português a gente tem presidente. O presidenta, eu acho que já é um neologismo, né? E vocês lembram que as pessoas que tinham respeito por ela chamavam a Dilma presidenta porque sabiam que ela preferia, porque ela tinha uma sensibilidade a essas questões feministas.
a oposição sempre fez questão de chamá-la de presidente, a presidente Dilma. Vous voyez que dans cette question du langage, ça marque déjà une position politique, n'est-ce pas? Et apparemment, quand et toutes ces discussions récentes, identitaires, qui nous proposent un changement de langage, assez souvent, on prend ces changements de langage d'une façon cosmétique, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire comme quelque chose de moins d'importance ou de moins important, n'est-ce pas? Comme si c'était tout simplement une question cosmétique, c'est-à-dire superficielle, une simple question de langage. Mais cela n'est pas tout simplement une question de langage, parce que les langages apportent aussi cette notion de discours. Les discours est composé d'éléments qui jouent avec les pouvoirs et aussi, je dirais ici, et c'est quelque chose que Monique Wittig va défendre dans son texte, ça a une portée sur la vie des gens. D'accord? Par exemple, une fois qu'ici dans ce texte, on parle de pensée straight, pensée hétérosexuelle, vous voyez par exemple la charge d'idéologie qui existe quand on dit homosexualisme ou homosexualité. Si vous êtes dans le débat, si vous êtes à l'intérieur du débat, si vous participez à ce débat, vous savez très bien la différence. Quand on parle d'homosexualisme, il y a une arrière-pensée, un présupposé de maladie, de quelque chose de pervers, de perverti, donc qu'il faut traiter ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas, ou écarter de la société. Quand on a de l'autre côté l'idée de... et ça, c'est quelque chose amplement refusé aujourd'hui dans les débats honnêtes. D'accord? Je l'ai dit juste pour ne pas laisser penser que je suis d'accord avec ça. De l'autre côté, le concept d'homosexualité présuppose déjà une condition de vie, le respect à la différence, etc. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour vous donner un exemple de comment l'idéologie s'en sert dans les mots, s'en sert dans le vocabulaire, dans les termes, dans les concepts. D'accord? Et voyons ici. J'aimerais lire ici les débuts du texte. Durant ces 20 dernières années, la question du langage a dominé dans les systèmes théoriques, dans les sciences dites humaines ou dites humaines, et elle est entrée dans le discours politique des mouvements des lesbiennes et de libération des femmes. Et vous voyez qu'elle fait la différence entre mouvement lesbienne, des lesbiennes et de libération de femmes. Ça parce que Monique Wittig, elle sera, ou elle va commencer dans les mouvements de libération des femmes, et puis elle va passer au mouvement de lesbiennes parce qu'elle était lesbienne. Mais c'est important de dire, il y avait un brouillage ou un malentendu. Je ne vais pas dire malentendu parce que ce n'était pas un malentendu, parce que c'était vraiment une question politique. Dans les mouvements de libération des femmes, il n'y avait pas trop d'espace pour les lesbiennes. Et donc, il y a eu une rupture et donc la fondation d'un autre mouvement, le mouvement de lesbiennes.
en France. Et c'est intéressant parce que j'ai ici une interview avec Monique Wittig, qu'elle parle de sa relation avec Marguerite Duras. Et vous connaissez sûrement Marguerite Duras, peut-être des disciplines ou autres. Et c'est intéressant parce que Marguerite Duras n'était pas sensible à la question des lesbiennes. Et raison pour laquelle il y a un petit problème entre elles. Mais en même temps, Monique Wittig se montre bien reconnaissante par rapport à Marguerite Duras. Mais il y a cette, même si elles ont milité un moment ensemble dans les mêmes mouvements, et puis il y a une divergence. Je continue ici. Donc, c'est qu'il s'agit là d'un champ politique important où ce qui se joue, c'est les pouvoirs, ou plutôt un enchevêtrement des pouvoirs, car il y a une multiplicité de langages qui agissent constamment la réalité sociale. L'importance du langage en tant que tel, comme enjeu politique, n'est apparu que récemment. Donc, elle situe ici quelque chose d'important qui est les langages participants ou le langage vu comme un enjeu politique. D'accord? Ça, c'est important parce que ça, c'est on peut dire un présupposé théorique de son texte, n'est-ce pas? Avançons ici. C'est important de voir la note ici parce qu'elle va dire straight en anglais, signifie en anglais droit, juste, en ordre. Comme vous savez, je ne sais pas si vous avez des notions en anglais, par exemple, pour donner la direction, n'est-ce pas? En français, on dit aller tout droit, et en anglais, on va dire straight ahead, reto, né? Vai em frente, toda a vida. Et donc, elle a ici cette traduction comme droit, juste, en ordre. Et l'idée de normalité qui y est impliquée fait utiliser ce mot par les mouvements homosexuels pour désigner péjorativement ce qui relève de l'hétérosexualité. N'est-ce pas? Donc, elle explique un peu cette idée-là, de pourquoi elle parle de pensée straight. Et pensée straight ici, c'est la pensée hétérosexuelle, contre laquelle elle va se poser. Et on avance. Ça, c'est pas très important. Par contre, elle va parler ici de... 2 secondes. Je vais déplacer la boîte ici. Voyons ici. Donc, je me déconcentre parce que j'écoute quelqu'un pleurer et ça me tue. J'ai envie d'arrêter le cours et aller voir ce qui se passe. Attendez 2 secondes, je vais voir ce qui se passe. De retour. En fait, c'est rien de grave. Anna changeait la couche et il n'est pas content.
Mais c'est le pauvre cœur d'un père qui souffre. Et donc, pardon, Qu'est-ce que c'est la couche? la couche, a fraude, Ah oui, d'accord. oui. La couche, parce que euh, classe sociale, informatique, couche, accouchement, fausse couche. Attends. Euh, je cherche ici, là, parce que là, tu m'as fait, euh, tu m'as mis en doute. Euh, Non, mais je pense que c'est la couche. Parce que dans langue, je ne sais pas, c'est couche. linguiste. Ah oui, Lingui. d'accord. Couche, voilà, couche culotte. Euh, ici, il y avait 2 secondes. Euh, fraude. Fraude descartável, couche jetable, oui, c'est bien ça. C'est parce que, tu sais, ces moments où quelqu'un te pose la question et tu te mets en doute. Ah oui, Et non. tu dis, je me demande si c'est vrai ce que je dis ou pas. Et là, il y a Jobim qui va sortir. Euh, je sais pas, je sais pas si c'était avec vous la semaine dernière ou si c'était avec les cours de panorama. Je disais que j'étais, c'était quoi? Je crois que je parlais en anglais et je voulais parler des gants louvres. Et Oui. en fait, je parlais un gain comme en anglais et c'était un revolver. Donc parfois, et surtout après une semaine de nuit mal dormie à cause de Caetano, ça peut affecter mon cerveau. Mais c'est bien couche. Voilà. Euh, la couche de Anna a échangé. On peut dire tout simplement échanger l'enfant ou échanger la couche de l'enfant. Et, euh, en fait, c'est parce que couche, c'est aussi synonyme de camadas, n'est-ce pas? Oui, Par oui, exemple, je pensais. ouais, tu peux faire un gâteau en plusieurs couches, n'est-ce pas? Et voilà. Et ouais, c'est ça. Bon, avançons ici. Donc, elle dira ici, ces langages, ou plutôt ces discours, s'emboîtent les uns dans les autres, s'interpénètrent, se supportent, se renforcent, etc. Mais c'est intéressant parce qu'elle va utiliser langage, ou plutôt ces discours, comme synonymes l'un de l'autre. D'accord? C'est-à-dire que les langages, ici, c'est compris comme discours. Et pourquoi j'ai insisté au début du cours aujourd'hui à dire que le texte a été écrit dans les années 70, parce que c'était la période de... je te donne la parole tout de suite, Ilan. Euh, je vais juste terminer euh, cette argumentation. Euh, C'était la période du structuralisme et surtout en linguistique, comme vous savez, le structuralisme, je vais en parler un petit peu la semaine prochaine, euh, il y a une connexion entre la linguistique et les études littéraires, n'est-ce pas? Et vous savez très bien, nous avons une base de la linguistique qui vient de Saussure et une autre base qui viendra plus tard de Chomsky. Et Chomsky va parler de discours et c'est langue et discours, c'est ça? Língua e discours, ou fala et discours. Parce que je me souviens, Saussure, il parlait de langue et parole, mais Oui, língua e fala. Et Chomsky, c'est língua et discours, c'est ça? oui, je pense que c'est langue discours, oui. Voilà.
Et donc, les discours, c'est cet ensemble langagier dans lequel ce qui est en jeu n'est pas seulement la structure linguistique de ce qu'on dit, c'est aussi les idées, les idéologies, les valeurs, etc. Donc, quand on parle de discours dans ce sens, c'est ce qu'on dit avec, c'est-à-dire ce qu'on dit linguistiquement, mais avec ce dit linguistique, il y a les valeurs, les idéologies, les visions du monde, les valeurs, etc. D'accord? Donc, ici, elle met comme synonyme langage et discours, et puis elle va dire, juste pour terminer ici, Ilana, l'ensemble de ces discours effectue un brouillage, du bruit de la conclusion pour les opprimés, qui leur fait perdre de vue la cause matérielle de leur oppression et les plonge dans une sorte de vacuum ahistorique. Je vais expliquer tout à l'heure. Je vais entrer dans les détails de cette phrase. Iman, il me semble que tu avais une question à me poser. Oui, non, c'est juste un commentaire parce que je pense à propos du langage neutre, que c'est une chose plutôt linguistique, une question linguistique, non, politique, une question sociale que linguistique, parce qu'on ne peut pas faire une comparaison avec une simple variation linguistique comme une ditongation, une apocopée. Je ne sais pas comment dire ça en français, apocopée. Oui. Oui, oui. Donc, ah oui, c'est ça, c'est juste ça. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, oui, parce qu'il y avait une discussion dans un cours de syntaxe à propos du langage neutre. Ah oui. Donc, la professeure a commenté qu'on ne peut pas considérer le langage neutre comme seulement une variation linguistique, parce que c'est une question, parce que c'est une question plutôt politique, sociale, parce qu'on ne peut pas faire la comparaison avec une variation linguistique comme une ditongation ou une acropopée, parce que c'est une chose pensée. C'est ça. Oui, non, très bien. Et tu as suivi ces cours avec qui, Viviane ou... Oui, avec la professeure Hélène. C'est de Ah, d'accord. syntaxe et de portugais classique. Ah, d'accord. D'accord. Je ne connais pas Hélène. Mais c'est très intéressant ton commentaire. Et il va dans le sens de cette discussion ici. Et donc, c'est ce genre de choses qu'il faut voir en tête. D'accord? Et cette idée, c'est important aussi, Ilana nous a apporté cette idée d'un discours neutre. Cette idée du discours neutre, elle est plutôt théorique. Et quand je dis qu'elle est théorique, nous avons peut-être un passage erroné de cette idée théorique vers le monde réel des discours en société ou des discours, je ne sais pas comment dire ça, de circulation de discours. Pourquoi je dis ça? Parce que tout discours est idéologique, n'est-ce pas? Assez souvent, je donne cet exemple, mais récemment, nous avons tellement de bruit dans la vie politique et sociale brésilienne qu'on a laissé un peu de côté cette utilisation du terme idéologique parce qu'assez souvent, on disait que c'était la gauche ici qui faisait un discours idéologique. Souvenez-vous de ce genre de choses. Que a gente sempre falava assim, porque o discurso ideológico do governo, da esquerda, a direita sempre falava assim, como se o discurso ideológico só era ideológico
o discurso da esquerda, né? Como se o discurso da direita não fosse. Et je vous ai donné l'exemple ici, par exemple, du néolibéralisme. C'est idéologique, tellement idéologique comme le marxisme, le communisme, etc. Parce que idéologie ici, ce n'est pas péjoratif en fait, c'est un qualificatif. C'est-à-dire qu'il y a une vision du monde, des présupposés théoriques, et il y a et le plus important de cette façon de voir la théorie et la pratique, c'est que la théorie et la pratique ne sont pas indépendants. D'accord? Et ça, on va voir dans le texte de Monique Wittig. D'accord? C'est-à-dire que quand nous avons cette prétention à un discours neutre, c'est-à-dire que on attend ou on espère voir mis en pratique un discours neutre. Et on pense qu'il est possible. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à tenir en tête. Et voyons alors ici. Voilà, elle disait ici, voilà. Et donc, l'ensemble de ces discours effectue un brouillage, c'est-à-dire un bruit et de la confusion pour les opprimés. Ici, c'est quelque chose d'important de voir son vocabulaire marxiste ou matérialiste. Cette conception, et elle verra la société, surtout la question des genres, hommes et femmes, et hétérosexuels ou hétérosexualité et homosexualité, comme une lutte des classes. C'est ça aussi quelque chose qui va déterminer sa pensée comme une pensée matérialiste. Elle va voir d'un côté les opprimés, de l'autre côté les oppresseurs, et ces opprimés et oppresseurs, ils seront oppresseurs et opprimés, vont s'organiser d'une certaine façon comme hétérosexualité du côté de l'oppresseur et homosexualité du côté de l'opprimé. N'est-ce pas? Et donc elle dira, l'ensemble de ces discours effectue un brouillage pour les opprimés qui leur fait perdre de vue la cause matérielle de leur oppression. Quand je vous ai dit ici cause matérielle, c'est cette idée d'une condition historique de l'oppression. Et quand on parle des conditions historiques de l'oppression, il y a un phénomène de société qui justifie ou qui explique. Et si c'est un élément social ou sociétaire, en français on fait cette distinction sociétaire et sociale. O social seria mais o nosso social, por exemplo, uma ação social, né, que atua na sociedade. E o sociétaire, ele seria próprio da sociedade, né, vamos dizer assim, um elemento constituinte da sociedade. Et donc, voilà, une cause matérielle de leur oppression. Quand on considère, et voyez ici, parce que toute explication de ce texte se fait à partir de cette idée. Il y a un côté de la société qui est oppresseur, un autre côté qui est opprimé. Ce qui est du côté, dans la discussion ici, de l'oppresseur est l'hétérosexualité. Et ce qui est du côté de l'opprimé, c'est l'homosexualité. Et quand elle dit ici qu'il y a dans ces discours et langages, et considérez ici que quand elle parle, qu'elle fait une critique du discours et du langage, de la norme, on va dire comme ça, c'est l'hétérosexualité, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que l'hétérosexualité ici fait perdre de vue la cause matérielle de leur oppression et les plonge, les opprimés,
dans une sorte de vacuum ahistorique, un vacuum ahistorique. Et je disais, j'expliquais, quand on perd de vue la cause matérielle, c'est-à-dire on commence à naturaliser les choses ou à expliquer les choses, par exemple, par rapport à la biologie ou à la génétique ou autre. Et quand on le fait comme ça, nous avons un problème que on justifie la permanence des déséquilibres de la société. D'accord? Et ici, le déséquilibre de la société, c'est par rapport à hommes et femmes. Mais le plus intéressant, parce que jusqu'ici, ce qu'elle discute n'est pas très différent de ce que nous connaissons du discours féministe, je dirais mainstream, n'est-ce pas, ce qui est déjà diffusé dans la société. C'est qu'elle va essayer de déconstruire la catégorie ou la notion de femme elle-même. Parce que selon elle, la notion de femme est aussi une imposition hétérosexuelle. Ça, c'est le plus intéressant. Et c'est le plus déconcertant de ce texte. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que au lieu de mettre la femme dans une autre position, elle va dire qu'il faut, en quelque mesure, abolir la catégorie femme. On verra comment ça se fait dans les textes. Avançons ici. Pardon. Et voilà, perdre de vue la cause matérielle et les plonge dans une sorte de vacuum ahistorique. Et cette idée du vacuum ahistorique, c'est comme si, parce que cette vision de monde matérialiste, elle voit, comme je disais tout à l'heure, l'évolution de la société de façon historique. Et comme je disais tout à l'heure, quand on voit la société de cette façon, on cherche les causes et les conséquences et on essaye d'expliquer. Et une fois qu'on trouve les causes et les conséquences, on est capable de changer ou de proposer un changement de la société. N'est-ce pas? Parce que sinon, on va revenir à une idée selon laquelle on est guidé par la nature, par la biologie, par la génétique. Et la vision ou la conception théorique féministe critique dans ce texte, c'est que nous sommes plus culture que nature aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est un grand débat qui existe depuis déjà quelques décennies, quelques années. Mais aujourd'hui, on recule un peu et on essaye de considérer la possibilité de l'action de la biologie, de la génétique, de la nature sur nous aussi. On ne peut pas totalement abolir cette conception. C'est pas conception, Fait. ce fait. Voilà. C'est comme je vous ai parlé la semaine dernière, j'avais commenté rapidement cette féministe américaine qui s'appelle Camille Paglia. Je vous ai parlé de son travail parce que elle est ce qu'on appelle une critique culturelle. C'est-à-dire qu'elle étudie la littérature, mais en même temps, elle étudie autres phénomènes qui font partie de la culture, comme la musique, la culture pop, le féminisme, etc. Et Camille Paglia, par exemple, elle est assez souvent accusée de transphobie parce que selon elle n'accepte pas de traiter une femme ou un homme trans comme tout simplement une femme ou un homme. Parce que selon elle, ce sera toujours un homme trans ou une femme trans.
Et elle justifie ça disant que si on cherche les chromosomes de cette personne, ils seront XX ou XY. Vous voyez? Et par exemple, ils auront toujours besoin d'une supplémentation d'hormones pour avoir l'apparence, par exemple, l'apparence féminine ou masculine, n'est-ce pas? Émilie, qu'est-ce que c'est le TERF ou le TERF? Je pense que c'est féministe radical. Je pense que c'est ça. Ah, d'accord, d'accord. C'est bien ça, Émilie. Il me semble que tu n'as pas de micro. Donc, ah, d'accord, une transsexuelle excludente. D'accord. Oui. Donc, Camille parle, moi je l'aime bien, mais elle est très polémique. Ah, d'accord. Feminina radical trans excludente. Ok. Oui, oui. Par contre, je ne sais pas si Camille Paglia se dit radicale, d'accord, mais trans-excludente, sûrement. Et par exemple, des noms que vous connaissez bien parce qu'ils sont dans les débats publics, l'autre c'est Judith Butler. Et il y a une dispute, c'est pas une dispute, mais un conflit entre Camille Paglia et Judith Butler, surtout parce que Judith Butler, elle vient de ses côtés Foucaultiens, de ses côtés derridiens, je dirais, qui considèrent beaucoup les côtés discursifs de cette question, et en plus, elle considère la sexualité comme une espèce de performance. Et c'est très intéressant parce que ce débat-là que nous entretenons aujourd'hui, c'est un débat qui se fait dans ce qu'on appelle le post-structuralisme. D'accord? Et c'est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure de Chomsky, de Saussure, il y a cette entrée de la pensée linguistique dans les sciences humaines. Et le cas, par exemple, de Judith Butler, elle va considérer la sexualité comme une performance, comme nous avons la performance linguistique. Cette différence entre langue et discours. Parce que la langue, c'est la structure linguistique immatérielle, on va dire plus ou moins comme ça. Et les discours, c'est la mise en pratique des idées, des idéologies à partir du discours, n'est-ce pas? Et Judith Butler, par exemple, va considérer que c'est la performance sociale qui fait le sexe, en quelque mesure. Donc, si on performe socialement comme une femme, on est une femme. Et là, elle va faire écho à l'idée de Simone de Beauvoir qu'on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que vous voyez que la phrase de Simone de Beauvoir, elle est assez ambiguë. Parce que si je ne me trompe pas, Simone de Beauvoir n'entre pas dans cette question des transsexualités. Elle va parler tout simplement de la place de la femme dans la société. Et ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'on ne naît pas femme, on le devient, c'est qu'il y a une question sociale qui joue sur le rôle de la femme dans la société, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans cette question, la femme ne naît pas opprimée. Elle devient femme et elle devient opprimée dans la vie en société. C'est la société qui opprime, c'est la société qui fait la femme devenir. Ou une autre possibilité de lecture, c'est que la conception de femme, si on considère qu'elle dit on n'est pas femme, on le devient. Si on devient
c'est-à-dire une femme libérée, c'est un processus philosophique et politique, n'est-ce pas? Et donc, Judith Butler va considérer la possibilité d'une performance. Et alors, elle considère une ou un transsexuel, homme ou femme, tout simplement. Camille Paglia va être en désaccord parce que elle considère aussi le côté biologique. D'accord? Donc, ce sont des choses qui sont dans le débat, qui touchent à ce débat. Et c'est un débat il faut tenir compte qu'il ne va pas se résoudre, tout simplement. Ce n'est pas le type de discussion qu'on va attendre, on va viser un point commun à la fin parce qu'il y aura toujours des divergences. D'accord? Et peut-être le plus important, à mon avis, c'est de respecter les divergences, mais aussi se maintenir unis avec nos convergences. Mais je sais très bien que quand il s'agit de certains mouvements ou de discours qui nous touchent directement, assez souvent, ces genres de convergences sont impossibles. D'accord? Mais parlant du dehors, comme je suis, de l'extérieur, c'est facile de dire qu'il faut se tenir aux convergences, n'est-ce pas? Voilà, donc avançons ici parce qu'il y a d'autres choses intéressantes. Oui, en fait, ici, elle explique un peu plus. Ces discours donnent de la réalité sociale une version scientifique où les humains sont donnés comme des invariants, intouchés par l'histoire, entravaillés par des conflits d'intérêts des classes, avec une psyché pour chacun identique parce que programmée génétiquement. Peut-être je vais souligner ici aussi une version scientifique parce que ça c'est important. Une version scientifique. Pourquoi? Parce que cette version scientifique, peut-être, est ce que on pourrait nommer cette version scientifique en utilisant le terme apporté par Ilan, cette idée du neutre, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est très intéressant. Moi, j'aime bien ces moments de la pensée, le post-structuralisme. Ça vient avec un certain relativisme qui est intéressant. On ne peut pas tout relativiser, mais certaines vérités, je pense que nous pouvons. Et c'est intéressant parce que dans la pandémie, ou pendant la pandémie, ça a commencé peut-être avec notre ancien ministre Mandetta. Il parlait à chaque interview, il disait science, science, science. Et nous avons eu nous avons apporté cette idée de la science comme un discours vrai, ou le discours de la vérité, n'est-ce pas? Et assez souvent, on disait à chaque critique, et le problème du négationnisme ou des négationnistes, c'est qu'ils vont utiliser quelque chose qui n'est pas totalement faux et ils vont falsifier la vérité ou un consensus existant. C'est-à-dire que quand ils disent que le vaccin n'est pas totalement sûr, n'est pas totalement, on ne sait pas les conséquences que ces vaccins développés si rapidement peut apporter à nos corps, ils ne sont pas
totalement incorrect, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié pendant plusieurs années, mais face à une pandémie mondiale, nous avons d'un côté la mort, de l'autre côté quelque chose qui peut réduire la possibilité de la mort, on va s'appuyer sur le vaccin et réduire les possibilités de la mort. Mais on sait très bien que la science n'est pas le discours du vrai. Si c'était le discours du vrai, on s'arrêterait avec les vérités du passé, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sais pas, on peut parler des nouveaux traitements pour des anciennes maladies, n'est-ce pas? Pourquoi on essaye de développer des nouveaux médicaments ou penser à la nutrition, pour vous donner un autre exemple. On va dire, je ne sais pas, 5 ans, il y a 5 ans ou 10 ans, on disait il faut faire très attention à l'œuf parce que ça va augmenter le cholestérol. Et puis, on dit 10 ans ou 5 ans plus tard, non, 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 en fait, ce n'était pas vrai. On peut consommer de l'œuf à la volonté. N'est-ce pas? Comme on veut, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de relation entre la consommation d'œufs et l'augmentation du cholestérol. Et dans ces cas, vous voyez, quelle est la vérité? Il y avait une vérité il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a une autre vérité par rapport à la consommation de lait. Mais la différence, c'est que la science est un type de discours qui se fait d'une certaine façon. La science vise à expliquer le monde et ses phénomènes. Aussi, c'est un discours qui se fait à partir de l'expérimentation, de la répétition de l'expérimentation et de l'observation, n'est-ce pas? Et à partir de l'observation, de l'expérimentation, de l'observation, on tire les conséquences ou les opinions. Cela ne veut pas dire que une découverte ne peut pas être dépassée des années plus tard ou même, je ne sais pas, des mois plus tard, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si la science était un discours vrai jusqu'à la contestation. Mais la science, elle est toujours à l'attente d'une contestation. D'accord? Et donc, nous sommes ici. Je reviens à cette version scientifique. Je fais toute une parenthèse pour parler de ça. Car ces discours donnent à la réalité sociale une version scientifique. Et quand elle parle ici de version scientifique, en pensant la société hétérosexuelle, par exemple, c'est comme si ces discours scientifiques essayaient de justifier que nous sommes par nature hétérosexuels. Mais Monique Wittig va voir ça comme une imposition sociale. On n'est pas censé, on n'est pas forcé à être hétérosexuel. Ou l'hétérosexuel, c'est une norme qui nous est imposée par la société. Et vous voyez qu'elle a tellement raison que on n'a pas besoin de la psychanalyse pour dire que nous, parce que la psychanalyse va dire que nous sommes tous bisexuels ou nous avons des envies homosexuelles, mais il suffit de regarder d'autres sociétés qui comportent d'autres valeurs, n'est-ce pas? Nous avons, par exemple, des sociétés où les hommes peuvent se marier avec plusieurs femmes. Il y a d'autres sociétés qui acceptent la possibilité de... Évidemment que ces sociétés-là sont plus restreintes. Il y a moins de sociétés qui acceptent, par exemple, la femme ayant plusieurs maris ou plusieurs compagnons, n'est-ce pas?
J'ai déjà entendu parler d'une société, je ne sais pas si c'était au Timor-Leste. Et c'était intéressant, c'est que j'ai entendu parler, je n'ai pas étudié cette société, que, par exemple, quand une femme tombe enceinte d'un enfant, tous les hommes avec qui elle a eu un rapport sexuel, ils sont les pères de l'enfant. Parce qu'ils considèrent que chacun a contribué un peu pour la formation de cet enfant. Et donc, ils vont tous prendre en charge l'enfant. Ils ne vont pas chercher à savoir qui est le père biologique de l'enfant. Mais ils sont tous concernés et ils vont s'occuper de l'enfant de la même façon. Donc, c'est intéressant, c'est une autre. Et vous voyez que si on était tout simplement biologique, c'est-à-dire qu'on serait programmé à exécuter toujours les mêmes tâches. C'est la grande différenciation, distinction qu'on fait, par exemple, par rapport aux abeilles. Il y a une maxime qu'on dit intéressante, não tem uma abelha ni emaille, n'est-ce pas? Parce que il y a quelque chose de biologique et chaque abeille naît programmée pour faire sa, comment on dit ça? C'est la corbeille, corneille. Laissez voir ici. Daniel, corbeille. Corbeille, je crois que c'est niche. Oui, corbeille, en fait, c'est une poubelle électronique ou une poubelle juste pour les papiers. Juste pour le papier. Oui. Et en fait, ici, j'ai trouvé ruche. Ruche. Par exemple, Oui. Voilà, une aide par ruche en production est octroyée au groupement reconnu des producteurs de miel pour la production de miel. Donc, c'est ruche. J'écris ici. Voilà, merci Ilana. Ilana l'a déjà fait. Voilà. Donc, elle va construire sa ruche toujours de la même façon. Et elle n'a pas besoin d'apprendre à faire, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant parce que là, on parle d'un animal, d'un insecte bien particulier. Mais on sait très bien que d'autres animaux, peut-être plus développés, ils sont capables d'apprendre, n'est-ce pas? Et à changer leur comportement. Donc, c'est très compliqué, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est très compliqué de nier, par exemple, la présence de la nature chez nous, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette critique assez intéressante qui vient depuis les Lumières de la raison, pardon, c'est une critique qu'on fait à la période des Lumières parce qu'on a mis la raison en avant, c'est-à-dire comme le plus important, et on s'est différencié des autres animaux. Et en fait, nous sommes partis de la planète, partie de la nature comme les autres animaux. N'est-ce pas? On n'est pas totalement culture et on n'est pas totalement nature. Mais nous sommes un mélange des deux. N'est-ce pas? Et certains animaux, moi je dirais aussi, n'est-ce pas? Les singes, par exemple, les gorilles, ils sont capables d'apprendre et d'échanger de comportement et de démontrer aussi l'affection, etc. Et en plus, pour parler de homosexualité et d'hétérosexualité, on trouve aussi l'homosexualité dans certains animaux et aussi il y a certains animaux qu'il me semble que s'il n'y a pas une femelle, il y a un changement de comportement de mâle. Il me semble que ça se passe avec le... je peux chercher ici les noms. A cavalo marinho.
J'ai trouvé ici cheval marin ou hippocampe. Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai trouvé Quel ça. animal? Un cavale marin. Un hippocampe, oui. On peut C'est un dire hippocampe. cheval de mer, mais c'est plutôt hippocampe. C'est Ah, ça. d'accord. Merci. Voilà, j'ai raté les cours sur les animaux, les cours de... Et Victor, tu es bien là-dedans, n'est-ce pas? Quoi? J'étais quoi? Tu es bien là-dedans, les cours des animaux, parce que tu enseignes les français maintenant. Donc, tu as ces vocabulaires plus frais dans ta tête. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça nous aide beaucoup avec le vocabulaire, oui. Oui. Et ces animaux plus rares, c'est plus difficile à retenir dans la tête. Tout à fait, oui. C'est comme un animal que j'ai connu, ça fait pas très longtemps, c'est l'hérisson. Ah oui, oui, L'hérisson, quand j'ai vu ces mots, je me suis dit, mais quoi? C'est complètement différent du portugais, donc c'est oui. hérisson. Ou porco-espinho, Oui, c'est ça, hérisson, oui. oui. Ouais. L'hérisson, l'élégance de l'hérisson. Oui, et du coup, je suis en train de lire ce livre. Oui, c'est très bon. Ouais, moi j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai Oui, entendu l'élégance du dire que c'est hérisson, oui, je super. suis en train de finir ce bouquin, il est trop bien, beaucoup trop bien. Ouais, ouais. Peut-être pendant les vacances, je les lirai. Bon, avançons ici. Donc, ces discours donnent de la réalité sociale une version scientifique, c'est-à-dire une version neutre, une version qui se prétende euh, neutre, où les humains sont donnés comme invariants, donc il n'y a pas de variation entre eux, intouchés par l'histoire. Vous voyez, quand on pense par exemple intouchés par l'histoire, euh, c'est par exemple quand on essaye de justifier tout à partir de ce qu'il y a, ce qui est considéré dans la Bible, n'est-ce pas? Ça, c'est comme si on était intouché par l'histoire, parce que la Bible est aussi, c'est un texte sacré pour certains, mais aussi c'est un texte historique qui a été écrit à un moment donné du monde, n'est-ce pas? Et tout ce qui se passe ou qui s'est passé après l'écriture de la Bible, on ne compte pas, on ne considère pas, n'est-ce pas? Elle continue travaillée par les conflits d'intérêts et de classe. Ici, c'est très marxiste. Travaillée par des conflits d'intérêts et de classe. Parce que la base du marxisme, c'est ces conflits de classe. Avec une psyché pour chacun identique parce que programmée génétiquement. Et on sait très bien que nous sommes tous différents. Et Victor, par exemple, ne va pas me laisser mentir ici. Ça dépend, il y a plusieurs éléments astrologiques qui vont influencer notre vie. Donc, c'est difficilement on va trouver une personne comme l'autre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. C'est complètement Donc, différent. voilà. Avançons ici. Non, ici, on peut sauter. Il faut que je change l'outil encore une fois pour déplacer la boîte. Ah non, ici, c'était juste une curiosité sur Lacan, parce qu'elle va faire aussi une critique à la psychanalyse. Et dans une certaine mesure, elle va faire une critique à la psychanalyse, surtout à partir avec Lacan, mais avec Freud aussi. Mais dans ces cas, elle va dialoguer plus avec Lacan qu'avec Freud. Mais vous voyez que la psychanalyse de Freud, elle est assez hétéronormative, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons, vous voyez que certains concepts sont conçus, sont développés de cette façon. Nous avons une attirance par la mère et
un conflit avec le père. Et donc, il faut tuer le père et résoudre cette question avec la mère, les complexes d'Édipe, ou sinon les hystériques, les femmes hystériques, comme les femmes hystériques. Et aujourd'hui, on sait très bien que nous pouvons être aussi un homme hystérique. Et même l'idée de hystérie n'est plus considérée comme une maladie, n'est-ce pas? Pour la psychanalyse, ça existe encore comme une espèce de structure psychologique ou psychique. Par contre, ça ne se considère pas en tant que tel, comme une maladie, n'est-ce pas? Et donc, je lis ici ce qu'elle dira de Lacan. Et quand je disais elle dialogue plus avec Lacan, c'est que Lacan va dire à un moment donné que la femme, c'est quelque chose comme ça, comme si la femme n'existait pas. Ou la femme n'existe pas. La femme, c'est le non-sexe. Parce que le genre, par excellence, c'est l'homme. Et la femme est l'autre de l'homme. Vous comprenez ce qu'il y a de sexiste ou misogyne dans cette conception de dire, vous voyez que dans cette idée, c'est la femme existe pour justifier l'homme. Elle est comme un complément à l'homme. Et parfait pour faire opposition à cette idée, je vais le dire en portugais, parce que je l'ai lu en portugais. O livro do Caetano, Verdade Tropical, tem momento, ele tem uma parte grande que ele fala sobre sexualidade, sobre a sexualidade dele e tal. E aí tem uma parte que ele fala de uma amiga travesti dele, que ela dizia dizia assim, para mim, sexo oposto é aquele que está na minha frente. Et moi, je trouve ça super comme idée, n'est-ce pas? Parce que dans la théorie de Lacan, il va comme si l'homme était le personnage principal et la femme est le secondaire. Et elle existe pour justifier certains problèmes de l'homme ou un peu comme ça, n'est-ce pas? Et donc, cette idée du sexe opposé, c'est super. Et voilà. Et donc, elle va dire ici à propos de Lacan. Pour moi, il n'y a aucun doute que Lacan ait trouvé dans l'inconscient les structures qu'il dit y avoir trouvées, puisqu'il les y... Pardon, je recommence. Pour moi, il n'y a aucun doute que Lacan ait trouvé dans l'inconscient les structures qu'il dit y avoir trouvé, puisqu'il les y avait lises auparavant. Aqui é uma frase excelente para trabalhar pronomes em aula de língua, né? Então, vamos lá. Il n'y a aucun doute que Lacan ait trouvé, que ele tem encontrado no inconsciente as estruturas qu'il dit y avoir trouvé, né? As estruturas que ele diz que ele encontrou ou teria encontrado no inconsciente, né? O I aqui como sendo no inconsciente. Pois il les y avait mises auparavant, pois ele as tinha colocado antes lá, né? Então ele as tinha, as estruturas, colocado as estruturas no inconsciente. C'est-à-dire que ce qu'il dit qu'il a trouvé dans l'inconscient, c'est parce qu'il, théoriquement, il les avait déjà mises avant. Donc, c'est une critique qu'elle fait à Lacan. Et donc, voyons ici. Non, ici, c'est je vais sauter. Voyons ici. Je vais 2 secondes. Il faut que je change encore une fois le titre. Sinon, je n'arrive pas à déplacer le texte. Voilà. Ici, c'est important. Tous ces témoignages soulignent l'essence politique que revêt dans la société hétérosexuelle actuelle l'impossibilité de communiquer autrement
qu'avec un psychanalyste pour les lesbiennes, les hommes homosexuels et les femmes. Ici, ce témoignage souligne l'essence politique qui revêche dans la société hétérosexuelle actuelle l'impossibilité de communiquer autrement. Donc, c'est-à-dire que les discours psychanalytiques, d'une certaine façon, a imposé un discours sur l'homosexualité, comme si c'est permis ou c'était permis aux lesbiennes, aux hommes homosexuels et aux femmes de parler que par l'intermédiaire du discours psychanalytique. Vous voyez, parce qu'on va parler, on va expliquer qu'on est lesbienne, homosexuelle ou femme parce qu'il y a un problème d'un complexe. Un complexe d'Édipe, une pulsion de mort, qui se justifie par un biais d'un problème sexuel, par exemple. Et vous voyez, ça c'est intéressant parce que aujourd'hui, la psychanalyse a beaucoup changé, n'est-ce pas? Mais quand on parle de Freud et de Lacan, sont les pères fondateurs, en quelque mesure. Il y en a d'autres, mais surtout dans les sens communs, ce sont les plus importants. Et c'est très important de faire une critique à ces discours sur la sexualité qui vient de cette psychanalyse, parce que vous voyez le risque ou le problème de parler de sexualité comme conséquence d'un problème sexuel d'un ordre tel. Vous voyez, comme si, par exemple, récemment, j'ai vu une critique à la psychanalyse assez intéressante qui disait que on est capable de désirer sans être par le manque ou par l'absence. Essa coisa que, para deixar claro, a psicanálise tem uma ideia do desejo como falta, né? A gente deseja aquilo que não tem, né? O desejo existe porque falta algo. E aí era uma crítica que se fazia isso, que eu estava vendo um canal no YouTube de um cara que trabalha com Deleuze, Bergson, uma outra concepção filosófica, e que ele falava que não, né, que a gente tem que ir um pouco contra essa ideia de que o desejo só se faz pela falta. E aí é interessante porque isso vai dar uma outra ideia de desejo também, né? Por exemplo, de curtir uma ideia do desejo pela presença. Né? Par exemple, je sais pas, de valoriser, de mettre en valeur l'expérience avec ce qu'on a, ce qui est présent. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et aussi, une chose dans cette critique que Monicritique fait, c'est que c'est comme si dans notre société hétéronormative, on permet aux femmes, aux lesbiennes et aux hommes homosexuels de parler seulement par le biais de la psychanalyse. De falar somente pelo viés da psicanálise. Parce qu'ils vont parler de leur conditions, je vais le mettre comme ça, sans questionner trop, par rapport à ces explications de complexes, de conflits, des relations familiales, etc. D'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas dire jamais, mais on ne se pose pas la question de la même façon si nous avons une condition hétérosexuelle, n'est-ce pas? On ne va pas se poser les mêmes questions. Et par contre, on force les autres à se poser les questions à partir de ces complexes, de ces conflits. Avançons encore ici. Voilà.
les discours qui nous oppriment, tout particulièrement nous, lesbiennes, féministes et homosexuels, et qui prennent pour acquis, mais qui tomam por dado, né? Aqui seria tipo requisito, ou aqui poder prendre por aqui é tipo dar como dado, né? Ou tomar como dado. Ce qui fonde la société, toute société, c'est l'hétérosexualité. Ces discours nous nient ici l'égard, mais toute possibilité de créer nos propres catégories. Ils nous empêchent de parler, sinon dans leurs termes, et de tout ce qu'ils... de parler sinon dans leurs termes, et tout ce qui les remet en question est aussitôt méconnu comme primaire. Donc ici, la critique est claire, n'est-ce pas? Et elle va continuer, ces discours parlent de nous et prétendent dire la vérité sur nous dans un champ apolitique, comme si rien de ce qui signifie, comme si rien de ce qui signifie pouvait échapper aux politiques et comme s'il pouvait exister. S'il pouvait exister en ce qui nous concerne des signes politiquement insignifiants. En fait, dans cet extrait, on voit qu'elle va considérer toutes les politiques, dont la sexualité, n'est-ce pas? C'est politique aussi. Elle va critiquer les discours scientifiques qui oppriment, n'est-ce pas? Et en plus, qui nient la possibilité de créer les propres catégories. C'est pour ça qu'elle va proposer cette catégorie de lesbiennes, et elle va dire même que les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est ce genre de phrases que je dis assez souvent, des phrases slogans, n'est-ce pas? Sont phrases slogans. Assez souvent, on pense qu'elles sont vides d'essence ou que leur objectif, c'est de choquer, n'est-ce pas? Quand on écoute « As lesbas não são mulheres ». Mais il y a toujours une explication un peu plus, une explication derrière, n'est-ce pas? Il faut développer l'argument. C'est comme dans les cours de Panorama ce semestre, j'ai commencé à parler d'existentialisme avec Sartre, avec une phrase de Sartre qui disait, dans laquelle il disait, c'était l'ouverture d'un article, dans lequel il disait que la France n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande. A França nunca foi tão livre do que quando, durante a ocupação alemã. É como se a gente dissesse, né? No Brasil a gente nunca foi tão livre do que durante a ditadura militar. Mais en fait, ce qu'il va dire après, c'est que c'est parce qu'à cette époque-là, à cause de l'oppression, être libre ou faire valoir sa liberté, il y avait un risque de mort et donc c'était vraiment un acte de liberté de se montrer ou de faire face au régime. Está vendo que a frase causa um efeito, mas depois vem uma explicação que explica, que desenvolve, n'est-ce pas? Et donc cette idée de les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est parce que femme, l'idée de femme, c'est une idée hétéronormative qui existe pour faire opposition à l'homme. Et donc, la conception qu'elle va dire de lesbienne n'entre pas dans cette catégorie homme et femme, ou n'entre même pas dans cette catégorie homme et femme. Mais vous voyez que c'est un discours, comme elle disait tout au début, c'est un discours théorique, mais qui a des implications dans la vie pratique des gens. Mais en même temps, ce n'est pas si facile de faire ce passage de la discussion théorique à la vie pratique. N'est-ce pas? Pensez à votre vie, n'est-ce pas? À vos expériences de vie, à votre présence dans le monde en tant qu'être politique, enquanto ser político, seres políticos, n'est-ce pas? Pensez à considérer si c'est possible, comment se faire de cette façon, comment se faire hors de cette catégorie homme et femme. Humain, tout simplement,
je ne sais pas. Et donc, voyons, voilà. Et puis, elle va parler de pornographie ici. J'ai oublié de vous dire, c'est parce que ce texte de Monique Wittig, il est retiré d'une revue qui était éditée par Simone de Beauvoir, qui s'appelle Les Nouvelles Questions féminines ou féministes. Je vais chercher le nom correct après. J'ai trouvé quelques numéros, je les ai mis dans le fichier de cette unité. Et en plus, il y a un texte dans un de ces numéros que je partageais avec vous, un texte sur la pornographie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par rapport à depuis ce point de vue féministe. Donc, c'est intéressant à voir. Donc, la pornographie, ces images constituent un discours et ce discours a un sens. Il signifie que les femmes sont dominées. C'est un discours sur la pornographie qu'on a encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est intéressant qu'elle va utiliser, juste si vous voulez lire le texte après, il y a un moment, dans un moment du texte, où elle parle de la sémiotique ou la sémiologie. Et cette idée de sémiotique, c'est, on va dire, la science des signes. É a ciência dos signos. Et de la même façon qu'on lit un texte, pour lire un texte, on décode les signes linguistiques, né? A gente tem que decodificar os signos linguísticos. La sémiotique et la sémiologie lient le monde de cette même façon. C'est-à-dire que les éléments, les signes du monde, les images, les discours, les slogans, les peintures, tout ce qui existe, ce sont des signes et ils peuvent être lus et décodés comme ayant un significat derrière. D'accord? Et donc, elle voit la pornographie de cette façon, constitue un discours qui signifie que les femmes sont dominées. Avançons ici. Pour nous, pourtant, ce discours n'est pas divorcé du réel comme il l'est pour des sémioticiens. Non seulement il entretient des relations très étroites avec la réalité sociale, qu'est notre oppression économique et politique. Et puis, elle dira ici, comme tactique d'harcèlement, harcèlement como assédio. É uma palavra pouco distante, né, do português. Donc, comme tactique de harcèlement, il y a une autre fonction, celle d'un avertissement. Então, como tática de assédio, tem uma outra função de avertissement aidez-moi, aviso, né? Ou alerta. Il nous ordonne de rester dans les rangs. Rang aqui seria tipo les rangs de chaise, as filas, né? Mas seria aqui de ficar dentro das margens, né? Dos limites. Il nous met au pas pour celles qui auraient tendance à oublier qui elles sont. Il fait appel à la terre. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un discours, un texte des années 70, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui, peut-être aujourd'hui, 50 ans plus tard, commence à entrer vraiment comme des valeurs dans la société, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les années 70, c'était une discussion plutôt théorique d'une élite intellectuelle et qui se faisait à l'université. Et ce débat, qui 50 ans avant, se faisait de manière théorique à l'université, aujourd'hui, il fait partie de la culture populaire, n'est-ce pas? Parce que ça se voit dans le rap, ça se voit dans la musique, dans les couloirs de l'université, un peu partout, n'est-ce pas?
Et avançons encore parce qu'il est déjà midi. Science, oups, c'est le problème de l'outil. Voyons si moi j'arrive pas à déplacer la boîte. Faisons comme ça. Non, ça va. Elle tire cette expression, la pensée straight, de Lévi-Strauss, de la pensée sauvage. Et nous avons donc ici, voilà, eh bien qu'on ait admis ces dernières années qu'il n'y a pas de nature, que tout est culture, il reste au sein de cette culture un noyau de nature. Né? Então, no seio dessa cultura, núcleo de natureza qui résiste à l'examen, une relation qui revêt un caractère d'inéluctabilité dans notre culture comme dans la nature, c'est la relation hétérosexuelle ou la relation obligatoire entre l'homme et la femme. Et elle va parler ici de la pensée straight. Ce livre a une interprétation totalisante à la fois de l'histoire, de la réalité sociale, de la culture et des sociétés, du langage et de tous les phénomènes subjectifs. N'est-ce pas? Comme si, et c'est ça en fait, peut-être l'idée pour conclure ici, parce qu'il est déjà l'heure, c'est que sortir de ces catégories et dire que la lesbienne n'est pas une femme, c'est une façon de sortir de cette interprétation totalisante de l'histoire, de la réalité sociale, de la culture, des sociétés, et peut-être faire face à certains, par exemple, sentiments d'oppression, de désordre, de désarrangement, c'est-à-dire de culpabilisation aussi, n'est-ce pas? Et peut-être de vivre ce qu'on veut, sans jugement et sans suivre des règles qui ne sont pas les nôtres. Et je dis ici les nôtres pour penser dans la pensée, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que vous voyez, c'est un genre, et c'est intéressant de travailler un texte comme celui-là, comme vous voyez. C'est un texte plutôt théorique, ce n'est pas un texte de critique, c'est-à-dire d'analyse littéraire. Mais il pose les bases, les fondements d'une pensée féministe, d'un côté, d'un courant du féminisme, mais qui nous sert aussi à penser d'autres choses. Par exemple, du côté de l'homme, comment sortir de ce schéma hétérosexuel de l'homme et de la femme, mais pour ne pas être, par exemple, un homme oppresseur, n'est-ce pas? Et de penser une autre catégorie pour l'homme qui ne soit pas cette catégorie en opposition à la femme et essayer de réduire l'oppression que on reproduit. Une oppression contre la femme qu'on reproduit, la considérant comme naturelle, comme donnée, comme voilà. Et voyons ici juste, je voudrais juste voir s'il y a encore quelque chose que je peux pas laisser de côté. Voyons ici. Ah, voilà. Et ici, ça c'est, on peut conclure. La société hétérosexuelle est fondée sur la nécessité de l'autre différent à tous les niveaux. Et ça, c'est quand on parle de cet autre différent, c'est le discours de Lacan, de la psychanalyse de Lacan. Et puis, elle va se demander ici, et qu'est-ce que l'autre différent sinon les dominés? Et puis, elle va dire ici,
car la société hétérosexuelle, je n'ai pas souligné, n'est pas la société qui opprime seulement les lesbiennes et les hommes homosexuels, elle opprime beaucoup d'autres différents, elle opprime toutes les femmes et de nombreuses catégories d'hommes, tous ceux qui sont dans la situation de dominée, n'est-ce pas? Et ici, on peut mettre, par exemple, les immigrés ou les immigrants aussi, n'est-ce pas? Et le concept de différence de sexe, par exemple, constitue ontologiquement les femmes un autre différent. Les hommes, eux, ne sont pas différents. On aurait pu mettre jamais. Les hommes, eux, ne sont jamais différents, n'est-ce pas? Et quand elle apporte cette idée de l'ontologiquement ici, c'est l'idée de l'essence. L'ontologie, c'est un courant de la philosophie qui étudie l'être, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'essence de n'importe quoi. Et quand elle dit ici, les concepts de différence de sexe, par exemple, constituent ontologiquement, c'est-à-dire dans l'essence, les femmes un autre différent. Et c'est ce contre quoi elle lutte, n'est-ce pas? Et sinon, ça va. Non, c'est bon. Je crois qu'on a bien avancé dans la discussion. Peut-être juste le dernier paragraphe. Voilà, ici. Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simple changement de perspective, et il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car femme n'a de sens que dans le système de pensée et le système économique hétérosexuel. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Voici la phrase à laquelle je faisais référence. Donc, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Et PS n'est pas davantage une femme. D'ailleurs, toute femme qui n'est pas dans la dépendance personnelle d'un homme. N'est-ce pas? Donc, toute femme qui n'est pas dans la dépendance personnelle d'un homme, elle ne va pas considérer une femme. Mais c'est intéressant, pour terminer ici, elle ne donne pas, peut-être lesbienne, mais ce n'est pas toujours le cas, elle ne donne pas une autre catégorie pour remplacer celle-là, celle de la femme, n'est-ce pas? Voilà, un peu 7 minutes en retard, mais je voudrais quand même terminer cette discussion. C'était un texte hyper intéressant. Et la série du gâteau, pour vraiment terminer, il y a ici, c'est pas dans ce texte, peut-être celui-là, non, ici, Libération, voilà. C'est l'interview dans laquelle elle parle d'écriture féminine. Voici, voilà. Parce qu'on lui pose, c'est une interview donnée aux Libérations, c'est journal de gauche en France, et on lui pose la question, qu'enseignez-vous à Tucson, Arizona? Parce que, comme je vous ai dit, elle vivait aux États-Unis et elle a été, pardon, j'ai arrêté le partage d'écran et je n'ai pas partagé l'interview. Je vais juste projeter ici cet extrait de l'interview. Et donc, elle dit ici, on lui demande ce qu'elle enseigne à Tucson, Arizona. Et c'est intéressant parce qu'elle va parler de la différence académique et universitaire aux États-Unis. Et puis, elle dira ici, je n'enseigne plus la littérature dans le département de français, mais dans celui de Women's Studies. Et comme vous savez, ces genres d'études aux États-Unis sont très forts. En France, non. Les Français font à leur sujet une erreur totale. Ils les voient d'une façon très restrictive. En fait, il s'agit d'un carrefour
de plusieurs départements, sociologie, anthropologie, sciences politiques, loi, histoire, littérature, etc. Et puis elle dit ici en rouge, il n'y a pas de littérature féminine pour moi, ça n'existe pas. Donc, il y a cette divergence par rapport à Hélène Cixous qu'on a vu la semaine dernière. Et elle continue. En littérature, je ne sépare pas les femmes des hommes. On est écrivain ou pas. Il faut subsumer toutes les catégories comme écrivain femme, écrivain noir, afro-américain, latino, native american. On est en rouge, on est dans un espace mental où le sexe n'est pas déterminant. Il faut bien qu'on ait un espace de liberté. Le langage le permet. Il s'agit de construire une idée du neutre qui échapperait au sexuel. Ici, je ne vais pas entrer, parce qu'on est déjà à la fin du cours, je ne vais pas entrer dans les différences des termes, mais le texte, La pensée straight, est des années 90, et cette interview, c'est de 1999. Donc, il y a un écart d'au moins 20 ans, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être des divergences à l'intérieur de sa pensée. Mais peut-être pas tant que ça, n'est-ce pas? Parce que l'autre texte est un texte plutôt politique, et celui-là, ou cet extrait de l'interview, elle parle plutôt de sa conception de littérature. Cela dit, c'est bien pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit au début du cours à propos du public? Ah, pardon, j'avais dit que je n'ai pas terminé la correction de ton texte. Je vais le faire cet après-midi. Mais la partie que j'ai lue, c'était excellent. Ok, d'accord, merci. D'accord, mais cet après-midi, je vais vous rendre la correction. Je vais corriger aussi les activités du projet de critique ici. Et je vais essayer d'afficher la partie finale de l'activité, de la discipline de critique. D'accord? D'accord, merci. OK. Et donc, pour la semaine prochaine, je vais parler de structuralisme et de Roland Barthes. Ce sera notre dernier cours. Je vais parler des deux ensemble parce que Roland Barthes, il a une partie de son œuvre qu'on classifie comme étant structuraliste. Et peut-être je vais choisir les textes, peut-être un texte du degré zéro de l'écriture et un extrait du livre Le plaisir du texte. D'accord? Je vous dis au revoir et je vous remercie pour l'attention et la compagnie ce mardi matin. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Daniel. Bonne semaine. Au revoir. Merci, Victor, pour toi aussi. Merci.